Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits Ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits Ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Comment tu te sens là maintenant ? Ça va, moins stressée que la première fois. Ça me fait super plaisir de te retrouver. En plus, ce que je te disais, c'est que ce qui est marrant, c'est que je suis en train de sous-titrer ton épisode, ton premier épisode en tout cas qu'on a fait ensemble. Et donc c'est tout frais pour moi. ton racontement précédent. Tu t'es remis, tu t'es replongé un petit peu dans le précédent enfantement. Ben oui, c'est une toute autre histoire que je vais te raconter là. J'ai hâte. Je trouve ça. On se parlait en message privé de l'importance d'avoir les récits des partenaires. Et je trouve ça aussi incroyable de partager, parce que ce premier récit est un premier récit ocytocique. Ça va être un deuxième récit qui sera également un récit ocytocique. Mais c'est à chaque fois, c'est des mondes différents. Et donc, vraiment, merci pour ta confiance et de revenir nous partager tout ça. Ben oui, avec plaisir. Donc, moi, en fait, je pense que j'aurais aussi bien voulu avoir des témoignages assez rapprochés dans le temps de femmes qui ont enfanté librement, parce que je ne me rendais pas compte à quel point on pouvait le vivre autrement. Parce que forcément, moi, j'ai donc. Est-ce qu'on se plonge déjà là-dedans, ou est-ce que tu as besoin que je me représente un peu Qu'est-ce qui t'est juste là? Est-ce que tu as envie de dire 2 mots sur toi, qui tu es? Ou est-ce que tu as envie de partir directement dans... C'est pas très intéressant, mais je suis une femme comme il y en a tant d'autres. Je m'appelle donc Marie, j'ai 35 ans. Je suis donc une femme, une compagne et maman de 3 enfants, dont le premier est né déjà de façon particulière. Il est né à New York, à l'hôpital. Premier accouchement plutôt classique, on va dire. Traumatisant, mais physiologiquement, on m'a dit que tout allait bien. C'était juste un trauma émotionnel. Et comme je suis une extrémiste, je ne voulais plus d'enfants. Et finalement, j'ai dit, bah si, j'en veux bien un deuxième, mais par contre, je vais les faire naître chez moi, tranquille. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, j'ai accouché du deuxième il y a 2 ans et demi à la maison. Et l'histoire et le récit est dans tes podcasts. Et... l'épisode 23. Petite parenthèse. Et donc, je suis retombée enceinte il y a tout pile 1 an de mon 3e bébé.
Et là, la question, elle ne s'est pas posée. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque, en fait, c'était devenu logique que, je remets un petit peu de son, c'était devenu logique que notre bébé allait naître à la maison, entouré de ses frères et de son papa et de sa mamie. Parce que oui, ma mère a un rôle assez important dans ma vie et elle était là pour la naissance de mon premier fils à New York. On l'a invitée aussi enfin, je l'ai invitée pour la deuxième naissance. Et la troisième, la question s'est pas trop posée. On avait établi voilà, les rôles de chacun et ça roulait assez bien. Peut-être que je vais revenir d'abord sur la grossesse rapidement. Euh, Troisième grossesse, j'ai été beaucoup plus fatiguée que ma première. Ma première, j'avais 27 ans, j'avais encore full énergie. Là, avec deux enfants en plus, ouais, c'était pas la même grossesse. J'adore être enceinte, je fais partie de ces femmes qui adorent ça. Par contre, le dernier mois, il était vraiment hardcore. Et j'en profite pour passer un petit message. La grossesse, enfin l'accouchement, il faut vraiment se dire dans la tête que c'est jusqu'à 41 semaines, voire plus. Mais surtout pas garder en tête que à partir de 37, c'est bon, il peut naître. Oui, c'est théoriquement vrai, même avant d'ailleurs. Mais si tu veux, alors que je suis doula quand même, j'aurais dû conditionner à ce que mon bébé aille jusqu'au bout. Et ben non, tu vois, je me suis dit, c'est bon, alors, à partir de 37, elle peut venir au monde. Et en fait, j'ai attendu tous les jours. Et j'étais persuadée qu'elle allait arriver tôt en plus. Et, et finalement, elle est arrivée à 41 plus 6, donc presque à 42 semaines. Donc ça a été interminable pour moi. Donc maintenant, je sais, quand j'ai un message à véhiculer aux mamans, surtout ne vous bloquez pas sur la 37e semaine. Non, dites-vous dès le départ, ça sera 41, comme ça, au mieux, ça arrivera avant. Sinon, voilà. Donc voilà, fatigant. Euh, Mais voilà, pour revenir un peu sur l'accompagnement qu'on a eu pendant toute cette grossesse, c'était un accompagnement avec une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. On avait un projet AAD et on a vraiment cheminé en conscience avec mon conjoint pour cette troisième grossesse. En fait, à chaque grossesse, on va encore un peu plus loin dans la conscience, parce qu'on connaît la physiologie, on sait comment ça se passe, voilà, on a toute la théorie. Mais pour cette grossesse surprise, on s'était dit, mais on va vraiment aller cheminer ensemble au plus profond de notre être pour comprendre pourquoi ce bébé est arrivé dans notre vie et, ce que ça nous apporte en fait dans notre couple parental, mais notre couple amoureux aussi. Donc, ça a été vraiment hyper nourrissant, toutes ces rencontres avec notre sage-femme, qui est une sage-femme très, très précieuse, que j'embrasse fort. Elles sont rares, donc je le mentionne. Et puis, voilà, pas de problème particulier, en tout cas au niveau de ma santé. On a eu un petit couac, c'est-à-dire que notre bébé était en siège jusqu'à 35 semaines, je crois. Donc j'ai commencé un petit peu, et tu te souviens, je t'envoyais, envoie-moi des récits de maman qui accouche en siège. Tu vois l'importance quand même des récits. Parce qu'après avoir écouté deux podcasts, tout d'un coup mon mental redescend. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement, le témoignage pour moi, c'est la seule chose qui faisait évacuer mes peurs. Après, je me suis reconnectée à mes connaissances, mais entre mes connaissances et le vivre dans mon corps de maman, ok, mon bébé est en siège, comment je vais faire pour le mettre au monde? Il va falloir que j'explique tout à mon conjoint, qui lui est tellement open sur les sujets, mais dès que, voilà, enfin pour lui, la naissance en siège, il n'avait aucune connaissance là-dessus, donc il en a fallu aussi, voilà. Puis on a rencontré une super sage-femme qui faisait non pas de l'aptonomie, de la kinésiologie. Et on a expérimenté ça. Et donc, on a parlé à notre bébé avec
pour la kinésiologie, pour rappel, c'est parler au corps avec des réflexes musculaires, avec des oui et des non. Et donc cette sage-femme a parlé à notre bébé et il y avait voilà, quelques petits blocages aussi émotionnels du côté de mon conjoint, de mon côté aussi, des choses qu'on avait envie de se dire et qu'on s'est pas tout à fait dit jusqu'à la fin. Et en fait, une fois que cette parole a été libérée, grâce à cette petite thérapie, on va dire, eh bien, je suis rentrée chez moi, j'ai franchi le pas de ma porte et j'ai senti mon bébé se retourner. Donc là, je me suis dit: «Waouh!» Non, mais c'est en plus, moi, j'ai vraiment un esprit très, très rationnel. Donc ça vient à chaque fois me bousculer quand, je constate que, bah, des fois, il se passe des trucs, voilà, de l'ordre d'un autre ordre que le rationnel, en tout cas. Et voilà, donc après ça, mon bébé était bien placé, donc toutes mes peurs étaient parties, mais en même temps, je m'étais dit: «Bah, c'est super d'avoir cheminé, vers cette foi en bébé qu'il pouvait quand même naître en siège éventuellement». Donc finalement mon bébé, est arrivé donc à 41 + 6. Tout a commencé la veille, enfin 2 jours avant, j'arrivais plus trop à dormir. J'étais vraiment prise par quelque chose de l'ordre de l'adrénaline où, je voulais plus dormir, j'avais envie de faire plein de choses. Enfin, je faisais mon petit nid. Et et je commençais un peu à désespérer, j'avoue. 41 + 6, beh, j'avais quand même fait 2 allers-retours en maternité pour faire, monito plus écho et cetera. Heu, enfin, j'avais confiance, je savais que ça allait arriver à un moment donné. C'est juste que j'étais très fatiguée physiquement, donc là vraiment j'en avais assez. Mais honnêtement, j'étais vraiment dans la foi que ça allait arriver à un moment donné. On me parlait déjà, pas à l'hôpital pour le coup, ils m'ont reconnue. Ils m'ont dit: «Eh ben, on s'est déjà vu il y a 2 ans, non?» Je dis: «Oui, oui, c'est encore moi». En fait, c'est rigolo parce qu'elle s'était souvenue de moi, non pas parce que j'avais accouché à domicile, mais parce que mon premier était né à New York. Heu et hem et donc même elle me disait plutôt: «Oui, ça va finir par venir». C'est même pas l'hôpital qui m'a stressée, c'était plutôt, bah, des copines qui m'ont fait: «Ah ou alors tu vas te faire déclencher du coup?» «Oh non, 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 bébé arrivera, quand tu voudras, tout va bien». Hem Et donc je reviens à mes moutons, désolée, je m'éparpille un peu. La veille, j'arrivais pas trop à dormir et à 23h, je décide de faire des pancakes, tout à fait normal. Il y a une petite, private joke pour ceux qui ont entendu l'épisode 1, c'est que mon conjoint avait fait des pancakes à la naissance de mon bébé et là, j'avais une envie de pancakes à nouveau. Je me suis dit: «Bah, je vais les faire maintenant et puis, on les mangera au petit déjeuner demain matin». Ma mère qui habite pas loin de chez moi, envoie un message à mon conjoint en lui disant: «Comment va Marie?» Et il lui dit: «Elle fait des pancakes». Et là, OK, bon, je reste pas loin de mon téléphone, il doit se tramer quelque chose. Je décide d'aller, me coucher vers 1h du matin en sentant que, il y avait quelque chose de l'ordre, du changement. Je saurais pas dire autrement. Heu, j'avais pas forcément des contractions, mais mon corps, il y a quelque chose qui se passait. J'étais vachement connectée à mon corps, en fait, et j'avais posé une intention en début de grossesse parce que pour la naissance de mon deuxième, j'étais, complètement déconnectée. C'était vraiment une naissance, céleste où j'étais dans les étoiles et je calculais absolument rien de ce qui pouvait se passer autour de moi au moment de la naissance. Et donc j'avais posé l'intention d'être un peu plus sur la terre parce que j'avais besoin aussi de pas avoir peur d'être déstabilisée si m'adresse la parole. Et surtout j'avais envie d'être plus maître de mes mouvements parce que pour mon premier accouchement, j'étais tellement partie ailleurs que j'étais aussi un peu dépossédée de mon corps, où, j'étais en verticalité, 80 du temps, mais pour l'accouchement, je m'étais basculée sur le côté et j'ai accouché sur le côté et c'était très bien, c'était parfait, hein. Mais là, pour le coup, je m'étais dit: «J'ai envie d'être encore plus actrice», et pour moi, être allongée sur le côté, ça m'avait empêchée d'attraper mon bébé, en fait, à ce moment-là. J'étais trop perchée, en fait, pour pouvoir avoir la force d'attraper mon bébé.
Et du coup, à mon deuxième accouchement, c'était une sage-femme qui l'avait attrapé pour moi. Et avec cette. Enfin, j'avais jamais eu de regrets jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et je dis, mais non, mais cette fois, c'est moi qui vais l'attraper. Donc, je veux être un peu plus sur la terre, un peu moins dans les airs. Et voilà. Et voilà ce qu'était mon intention. Donc, j'étais très connectée, je sens qu'il y avait quelque chose qui se passe dans mon corps, je pars me coucher et mon conjoint me rejoint. Je m'endors 1 heure, puis 2 heures, et à 3 heures, je me fais réveiller par une contraction. Je me demandais même, est-ce qu'on peut avoir des contractions en plein milieu de notre sommeil? La réponse est oui. Donc, je me suis fait réveiller par une première contraction. J'ai regardé mon téléphone, 3 heures. Ok, je me suis dit, bon, je n'ai jamais fait de faux départ et je n'ai jamais averti mon conjoint que c'était le moment avant d'être sûre que c'était le moment. Je regarde mon téléphone et 5 minutes après, j'ai ma deuxième contraction. Donc là, je me dis, waouh, c'est assez rapide quand même. Donc je dis, Aurélien, je crois que c'est l'heure. Donc lui, il sort du lit, mais au taquet. Il sait ce qu'il a à faire parce qu'en fait, il sait exactement ce que je veux, à quel endroit, etc. Donc moi, je commence, il me dit, rentre dans ta bulle, je m'occupe de tout. Donc je reste dans mon lit en train d'accueillir ses premières contractions, ses premières sensations. Et lui, il part dans le salon pour tout aménager, pour aménager mon petit cocon. Il faut savoir que bon, il est 3 heures du matin, c'est un jeudi, et il y a mes enfants qui dorment. Donc mon avant-dernier était en train de dormir avec nous, et mon aîné était dans son lit qui est vraiment collé au salon, la pièce où j'allais donner naissance. Je me lève, je vois que mon conjoint a tout installé, mon petit matelas, mon gobelet d'eau, mes bassines, tout ça. Et puis on envoie un premier message à ma maman pour lui dire c'est bon, tu peux venir. Donc elle a capté direct. Hein. Et on envoie aussi un message à ma sage-femme pour lui dire voilà, ça commence. Mes contractions se rapprochent de plus en plus. Au bout d'une demi-heure, on était déjà toutes les 2 minutes. Donc, je les gère plutôt bien. Ça vient, ça repart. Je me sens beaucoup plus terre à terre. Je ne me laisse pas, je m'évade pas. Et pourtant, je suis quand même bien dans une bulle. Personne ne me parle, tout le monde sait en fait. Alors, ils avaient déjà vécu la première expérience, mais ils savaient qu'il fallait pas me parler, que s'ils avaient une information ou quelque chose à me dire, il fallait me toucher l'épaule, me parler, pour me dire est-ce que c'est OK. Voilà, bref, ils savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Ça, c'était chouette. Et j'ai fait quelques petits allers-retours aux toilettes et ma maman avait ce rôle. C'est un sujet très tabou pour les femmes, et moi je m'en fous, je veux vraiment en parler. Du popo. Toutes les femmes, ben, voilà, ça appuie forcément sur nos sphincters, donc forcément on a besoin d'aller aux toilettes. J'avais un blocage avec le fait que mon conjoint soit témoin de ça. Donc ma maman a été missionnée pour s'occuper de ce rôle que la sage-femme fait normalement en maternité à l'égard du père, voilà, à l'issue du père. Donc elle s'est occupée de ça gentiment, et en fait ça change tout parce que j'étais pas bloquée psychologiquement, et je sais que mon précédent, bah, je m'étais un peu bloquée 2 secondes à ce moment-là, et ma mère a été là tout de suite en disant je m'occupe de ça, de cette partie-là qui peut vraiment bloquer un accouchement, hein, franchement. Hein. Donc c'est important aussi d'en parler en amont avec le partenaire et puis la personne qui peut éventuellement. Voilà. Donc ma maman a été super pour ça. Et puis je suis restée en verticalité tout le temps. Puis soit debout, j'ai un poteau en fait chez moi, et j'étais accrochée à ce poteau. Ce poteau ne sert à rien. Enfin, si, il est porteur évidemment, mais il est moche, il sert à rien. Et en fait, c'est devenu le pilier de cet accouchement. J'ai été accrochée, je l'ai pas lâché. Et puis je dansais autour.
j'étais sur mon ballon, je m'asseyais, je faisais des balancements autour, etc. Et à un moment donné, ça fait déjà 1 heure et demie, la sage-femme n'était pas encore arrivée, elle avait beaucoup de route. Et je regarde mon conjoint, je lui dis: «Écoute, là, c'est imminent». Donc il m'a appelé, il m'a regardé, il m'a dit: «Bon, on va le faire à 2». J'ai dit: «OK, c'est parti». Et je préviens tout le monde, je dis: «Bon, ça va arriver là dans pas très longtemps». Entre-temps, mon fils aîné se réveille. Lui aussi était briefé, il a 8 ans, mais il était briefé. Il savait, il avait participé à la naissance de son petit frère 2 ans avant. Il a des souvenirs intacts. Heu, il est venu me faire un petit bisou. Il m'a dit: «Allez maman, tu peux le faire». Et puis il s'est assis dans le canapé, tranquillement comme ça et c'est un enfant qui est assez actif et là, l'ambiance en fait de l'accouchement, ça l'a vraiment apaisé et puis il était là en témoin, de naissance et il a rien dit. D'ailleurs, à chaque fois que je raconte, ce récit, j'oublie toujours de le mentionner parce que, il a été hyper discret. Et je préviens tout le monde, je lui dis: «Bon écoutez, là, je vais m'installer, j'ai envie d'accoucher à genoux». Donc j'étais à genoux avec un matelas en dessous de moi, les coudes enfoncés dans le matelas. J'ai dit: «La prochaine contraction, la tête va sortir» et ma mère, qui s'était un peu calquée sur l'accouchement précédent, elle dit: «Ah non, 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 non». Parce qu'au précédent, bah, avant que la tête sorte, on voyait en fait un peu, le sommet du crâne. Là, il y avait rien. Elle était vraiment pas sortie et quand elle me dit: «Non», c'est dingue, mais il suffit d'un non, d'une contrariété. Je me suis retournée, j'ai dit: «Bah si» et ça m'avait contrariée sur le coup. Elle a pas bon, c'était pas volontaire, elle voulait juste dire: «Non, non, c'est pas pour maintenant» et j'étais tellement, persuadée de ce qui se passait dans mon corps que le non, je l'ai pas accepté du tout et donc elle est partie aux toilettes chercher des lingettes au cas où et elle revient et au moment où elle arrivait, ben, en fait, j'avais eu une contraction qui a fait sortir la tête en une seule fois et donc quand elle est arrivée, il y a 5 mètres entre moi et les toilettes, hein. Elle est arrivée, elle fait: «Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Donc là, avec la tête, il y a eu un petit peu de liquide amniotique qui est sorti et je lui ai dit: «Bah, je te l'avais dit, hein, qu'elle allait arriver». Je prends mon souffle, donc là, je me dis quand même, les yeux fermés, c'est un truc de dingue, mais j'ai quand même une tête qui est sortie, quoi. Enfin et j'ai conscience de ça. Je dis: «C'est quand même un délire ce qui est en train de se passer». Bon, OK, c'est un accouchement, il y a rien de plus normal qu'un accouchement, mais quand même, j'ai une tête entre les jambes et là, je leur dis: «Bon, préparez-vous». Je dis à mon conjoint: «Aurel, prépare-toi, parce qu'en fait, je vais me mettre dans une position, je vais pas non plus savoir l'attraper, parce que j'ai besoin de me cambrer et c'est toi qui vas devoir l'attraper». Donc là, je me suis assise un peu sur l'idée d'attraper moi-même mon bébé. Mais ma physiologie et mon corps, je savais pertinemment, instinctivement comment je devais me positionner et je voulais me positionner d'une certaine façon. En fait, j'ai eu le réflexe de rentrer mes genoux et je visualisais qu'en rentrant mes genoux, en fait, mon bassin s'ouvrait encore plus et donc en me mettant en avant mon bébé, je pouvais pas l'attraper et du coup, je me suis même dit: «C'est un truc de fou, mais c'est hyper animal, en fait». S'il y avait personne derrière pour la réceptionner, j'aurais aucun problème à la faire naître et qu'elle tombe sur le matelas. Et tu vois, là, aujourd'hui, elle a 3 mois et je suis comme ça, à toujours faire attention à sa petite tête et cetera et je me dis: «Enfin, elle c'est pas une fragile, en fait, rappelle-toi». Enfin oui, bien sûr que c'est précieux et fragile, mais le jour de la naissance, tu étais tellement instinctive et animale que tu allais juste éjecter ton bébé comme ça sans aucune once d'inquiétude, en fait. Je savais que ça allait le faire et qu'elle allait arriver en petite boule et qu'elle allait atterrir, amortir, elle arrivait sur un petit matelas moelleux, tout allait bien. Et effectivement, donc j'ai dit: «Préparez-vous» et la contraction est arrivée et mon bébé est né comme une surfeuse avec
une vague d'eau qui a explosé et puis j'ai entendu: «Waouh, ça glisse, ça glisse, ça glisse!» et Aurélien qui récupère notre fille, notre première fille. Hem et moi, je me retourne pas tout de suite parce que c'est à ce moment-là que j'ai été un petit peu en train de redescendre aussi. Enfin, il a fallu un petit temps. Je savais pertinemment qu'elle était en sécurité, qu'elle allait bien, même si je l'entendais ni pleurer ni respirer. Il m'a fallu quelques secondes pour redescendre et là, attention, hein, c'est vraiment pas glamour. Je me suis retournée, je les ai regardés et j'ai dit: «Bon, ça va les gars?» Vraiment, tu vois, cet accouchement n'a rien de poétique comme ça a pu l'être pour le premier où tout était beau, c'était cuculapraline, c'était vraiment, poétique comme naissance et celle-ci, c'était j'ai pas d'autre mot que normal. C'était vraiment comme une petite routine et il y a pas eu l'émotion qu'il y a eu pour le deuxième. C'était très émouvant de mettre au monde ma fille, j'ai adoré cette naissance. Mais tu vois, il y avait un truc de l'ordre du normal. Il y a c'est plus aussi extraordinaire parce que, c'est rentré dans notre ADN que mettre au monde un bébé, ça roule. Tu vois, il y a plus cette petite notion d'extraordinaire, mais je parle pas du fait d'accueillir un bébé. Évidemment qu'après, une fois que j'ai eu mon bébé contre moi, l'émotion est arrivée. Mais sur le coup, je me suis vraiment dit, «Bon, c'était facile». Enfin, je sais pas comment t'exprimer autrement. Il y avait voilà, c'est fait, quoi, tu vois? Et je me suis retournée, je leur ai dit cette phrase: «Ça va vous les gars?» Ils ont rigolé en mode: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» J'ai dit: «Bon allez, mon bébé» et là, j'ai pris mon bébé contre moi. Elle a respiré tout de suite, contre moi. Elle avait pas de cordon cette fois. Elle avait les yeux grands ouverts. Elle a pas pleuré tout de suite, elle a pleuré un petit peu après. Bon, après, elle pleurait vraiment très, très fort et là, je me suis dit: «Waouh! Ça c'est un cri très strident». Hem, mais voilà, ça a été une naissance très rapide, donc elle est née en 2h30, hein. C'est pour ça que finalement le récit est assez rapide, parce qu'il s'est pas passé grand-chose en fait. Ça a été, un petit boulet de canon, une petite fusée et hem et voilà, et c'était tout hyper doux, son petit enfin, à ce moment-là, quand j'ai eu mon bébé contre moi, mon deuxième fils est arrivé. Donc il a ouvert la porte et il dit: «Ah! Ma sœur!» Salut pour lui aussi, en fait, c'était normal. Il y a pas eu de transition entre le bébé est dans mon ventre la veille et il est contre moi, le matin, heu, normal. Comme si, c'était, voilà, pas et mon fils aîné, bah, pareil, lui, il était trop heureux d'être témoin de ça. Heu et à ce moment-là, notre sage-femme nous appelle en disant, «J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive». Donc on lui a dit: «Bah, écoute, le bébé est né». Bon, bah, elle a pas eu le temps d'être là et on était fiers de nous parce qu'au fond, on n'osait pas se l'avouer, mais c'est exactement comme ça qu'on voulait mettre au monde notre fille, tout seul, en autonomie et je m'étais dit: «Bon, je book une sage-femme pour ce jour-là, mais je fais confiance en la vie et je lui demande, bah, de me laisser faire, de me laisser expérimenter ça en autonomie avec mon conjoint, que lui se sente encore plus impliqué. Parce que forcément, ma précédente naissance, comme il y a eu à la fin, toute fin, quand mon bébé, la tête était, presque sortie, la sage-femme est arrivée à ce moment-là, bah, il s'était un peu mis en retrait et là, je lui avais enfin là, il était clair et il me l'avait dit: «Moi, je veux accueillir mon bébé et je veux que personne prenne ma place, cette fois-ci et je vais aller jusqu'au bout». Donc voilà, il est hyper fier de ça et je sentais que j'allais bien, en fait, pendant voilà, j'ai
je savais que j'avais rien déchiré, que physiquement j'étais assez en forme, que je pouvais me relever. Et puis 1 heure après, non un peu moins, on va dire 40 minutes après, la sage-femme est arrivée et je lui ai dit: «Ah bah, je t'ai attendue pour la délivrance du placenta». J'avoue que cette partie, bah, je m'en serais ren j'en aurais été capable de délivrer mon placenta toute seule, mais j'avais pas forcément envie de le faire seule. Voilà, donc j'étais bien contente qu'elle arrive à ce moment-là, et on a pris notre temps. Il était pas tout à fait prêt, le placenta, à sortir, donc on a attendu. Puis, voilà, tout le monde était aussi briefé, hein, que tant que le placenta n'était pas sorti, il fallait vraiment rester dans cette intimité, qu'il fallait continuer à parler doucement et puis bon, on avait cette joie qui fait qu'on parlait un peu plus fort, mais l'accouchement n'était pas fini, en fait, et ils le savaient tous, et finalement le placenta est sorti, intact. Mon fils était hyper intrigué par le placenta, il voulait absolument le voir. Donc moi je m'étais dit: «Bon, tu as vu la naissance, placenta, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que tu le vois». Et si, en fait, il me l'a demandé, il m'a dit: «Si, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble». Je sais pas ce qu'il va faire comme métier plus tard, lui, mais en tout cas, il est prêt à accompagner, sa potentielle épouse, à mettre au monde, ses bébés. Et voilà, il voulait regarder la poche, voir le cordon, et cetera. On n'a pas clampé évidemment, le bébé, on a laissé, le sang arriver jusqu'à elle, jusqu'au bout. J'avais pas l'envie de faire un bébé lotus plus longtemps que 2 heures, donc on a laissé 2 heures, il me semble. Et là, en fait, j'ai pris la décision de couper une fois que le cordon ne battait plus et que le sang ne circulait plus. On a clampé et l'accouchement était officiellement, fini. Heu et voilà, en fait, je j'ai pas d'autres mots que pour résumer que normal. C'est vraiment doux, c'était vraiment facile, hem et je sais pertinemment que c'est parce qu'on a eu toute cette préparation en conscience aussi pendant ces 9 mois, bon évidemment on a eu nos petits rappels, nos petites peurs et cetera, mais ça fait partie du processus aussi d'avoir des doutes parfois. Mais le jour J, le but c'est de pas en avoir et on n'en avait aucun. On savait que ça allait le faire et ça l'a fait. Voilà, donc après, beh, c'était un postpartum, hyper doux à l'image de l'accouchement. Mon conjoint a pris son mois entier direct. Moi, en fait, je voulais pas le prendre plus tard. Enfin, pour moi, le mois d'or, c'est trop précieux. Heu et je remercie, parce que pendant ce mois, heu, j'ai eu de la visite, mais tout le monde venait avec un petit plat, hem, restait pas forcément longtemps, et venait pour moi, en fait, aussi, enfin, surtout pour moi plus que pour le bébé. Et j'ai été hyper soutenue. Vraiment, je j'ai pas fait beaucoup à manger pendant ce mois d'or, parce que, tout le monde savait. Enfin, après j'ai beaucoup de copines doulas, hein, faut le dire aussi, hein, elles savaient. Mais mes autres copines, ben, elles connaissent parce qu'on véhicule de plus en plus cette idée d'être, proche de la mère pendant ce mois, pour les aider sur d'autres tâches que, porter le bébé, en fait. Et ça a été hyper soutenant et j'ai eu le postpartum le plus doux. Hem, j'ai je n'ai pas ressenti cette fatigue que j'ai pu ressentir pour le premier. En fait, en vrai, j'étais pas trop fatiguée parce que j'ai été soutenue. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, ben, mon 4e trimestre, terminé et j'ai un super bébé en forme et et un couple encore plus soudé par cette naissance, et surtout un conjoint qui est le meilleur porte-parole pour ces naissances libres.
Parce qu'il a souvent par son travail, des réunions, comment dire, de l'ordre du développement personnel, mais dans l'intérêt professionnel. Et ça lui est arrivé parfois de raconter cette expérience de vie qui est pour nous la plus intense. C'est vraiment la plus belle chose qu'on ait fait, c'est donner naissance à nos bébés de façon libre. Euh, En fait, on découvre une force intérieure qu'on ignore. J'ignorais que j'étais aussi forte. Parce que moi, par exemple, je sais pas courir 1 kilomètre, pas me demander en fait. Je suis vraiment pas sportive et à chaque fois je dis, mais moi j'ai pas le mental pour ça. Et il s'avère que si, en fait, si j'ai carrément du mental, mais parce que je sais pourquoi tout le processus. Je connais par cœur le processus de la naissance et je sais pourquoi j'avais des contractions. Je savais à quoi elles servaient. Je savais pourquoi il fallait pas lutter contre mes contractions. Je sais. Et le fait de savoir, je dis toujours le savoir, c'est pouvoir, mais c'est vrai. Je suis triste de savoir que beaucoup de femmes, bah, elles ne savent pas qu'elles savent pas. Et j'ai à cœur de partager ces récits-là pour dire, mais prenez- mettez-vous en lien avec d'autres femmes plutôt que d'entendre que des messages qui véhiculent des peurs sur l'accouchement, etc. Parce que c'est pas ça, en vrai. Et je les comprends, ce qu'elles vivent, parce que j'ai vécu pour mon premier. Ça a été un peu une catastrophe émotionnelle. Euh, et il suffit juste voilà, de se plonger dans la connaissance pour avoir la confiance. Et justement, tu parles de confiance. Moi, je me souviens que pour la posture de Aurel lors de la seconde naissance, pendant la seconde grossesse, pardon, pendant la seconde grossesse est très différente de la posture qu'il avait durant cette troisième grossesse. Parce qu'il y a eu cet apprentissage-là, parce qu'il y a eu cette expérience-là, même si à la fin, je me souviens, mais c'est quand quand vous sortiez du rendez-vous à la mater et que tu voulais pas y retourner et qui te dit, mais si la sage-femme n'est pas là, ben, on le fera ensemble et que là, Exactement. ça C'est vraiment ça. Bien là, c'était la même chose finalement pour le bébé en siège. Il m'avait dit la même chose. Il m'a dit, souviens-toi, pour le deuxième, il voulait pas venir. Et je t'avais dit, bah, si on dépasse le terme et que la sage-femme peut plus s'engager pour la naissance, eh ben, on le fera ensemble. Et bien là, il m'avait dit, si le bébé doit arriver en siège, je vais m'informer, je vais regarder les vidéos que tu me transfères sur Instagram et et on va le faire. Je vais juste aller me renseigner un petit peu. Voilà, mais en fait, ça déverrouille à chaque fois. La confiance de mon conjoint, c'est vraiment les dernières portes vers la confiance ultime. C'est voilà, c'est ça. En fait, moi, ces naissances-là, si j'ai pu les faire, c'est parce que j'avais un partenaire solide qui s'est impliqué et qui a confiance en moi et en mon bébé. Et, et d'où l'importance de, oui, se renseigner, c'est bien, mais surtout, surtout, se renseigner à deux. Parce que la personne qui sera là le jour J, si elle n'a pas la confiance, en fait, elle n'aura même pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit, on le ressent. On ressent l'inquiétude des gens. Je l'ai senti à un moment donné pour mon deuxième que ma mère se demandait si voilà, et en fait, ça a duré un quart de seconde parce que j'avais manifesté. Waouh, j'en avais donné une échelle, écoute, de 0 à 10. Si je suis à 10, c'est que j'ai l'impression de mourir. Et très rapidement, je leur ai dit, je suis à 10. Et là, j'ai senti une once d'inquiétude dans leur voix. C'était Aurélie, c'est pas ma mère, qui a fait Ah. Et juste ce petit Ah, je me suis dit, ah non, t'as pas le droit de douter de moi là. Reprends. Et tout de suite, il a dit, ça va le faire. Et en fait, il s'avère que j'étais en phase de désespérance à ce moment-là. Donc, et le bébé est né juste après. Là, tu vois, les étapes, elles ont été. C'est vrai que je n'ai pas parlé de cette phase de désespérance pour cette troisième naissance, mais j'ai pas désespéré.
parce que je savais que c'était la phase de désespérance et que ça y est, c'était mon. Je ne l'ai pas vu comme une phase de désespérance, même si on est d'accord, hein. Au niveau de l'intensité de la contraction, je l'ai vécu de la même façon pour mon premier, pour mon deuxième, pour mon troisième. C'est juste la façon de l'accueillir, cette contraction. Et en fait, je l'ai pris comme une délivrance. Ok, c'est ma dernière contraction. Je sais que maintenant, ça va être la poussée. Donc, tu vois, j'ai déconditionné mon cerveau, je l'ai reprogrammé avec tous les côtés positifs. C'est pas la désespérance, mais c'est ma délivrance. Voilà. Et donc, pour revenir au partenaire, oui, bien sûr, il faut se renseigner, mais surtout, il faut renseigner le partenaire. C'est vraiment un cheminement qu'on se fait à deux. Un bébé, on le fait à deux, ben, il faut aller jusqu'au bout. Et même si on le fait tout seul, j'ai envie de dire, il faut rester accompagné par quelqu'un qui sera impliqué de la même façon qu'un autre partenaire. Et tu vois, tu parlais de la sensibilité pendant la naissance, ça me parle énormément au moment de l'expérience de ma première, où à un moment donné, la sage-femme, Lou est née en plateau technique, et la sage-femme, elle a dit à un moment, moins dans les aigus. Juste cette phrase, et c'était tout doux. Enfin, mon conjoint, il m'a dit, mais elle a chuchoté. Et moi, en termes de ressenti, j'avais l'impression qu'elle m'avait hurlé dessus. On est tellement ouverte à ce moment-là, on est tellement en absorption en fait de tout ce qui se passe, de toutes les énergies extérieures. Et la moindre petite chose, là, c'est même pas il y a cette expression, tu sais, quand on enfante, la personne qui enfante entend tout haut ce que les autres pensent tout bas. On a une sensibilité tellement accrue que la moindre petite chose prend des proportions énormes. Et tu l'as dit aussi là pendant ce troisième enfantement, où juste un petit nom qui était absolument pas Oui, qui était innocent. complètement innocent. Là, ça a eu un impact fort, quoi. Quand tu le disais, tu as tes yeux qui se sont écartés. Enfin, tu revivais le truc, quoi. Bah si. Ah oui. En fait, c'est ça. En fait, on redevient tellement animal instinctif. C'est comme si un intrus arrivait dans le processus d'enfantement où tu es en totale confiance et qui émettait un doute sur ta capacité à le faire, alors que tu sais ce qui se passe. Et on est effectivement comme un espèce de radar. Même les yeux fermés, je savais ce qu'il faisait, en fait. C'est un truc de fou. Et c'est un peu abstrait pour les mamans qui nous écoutent, peut-être, tu vois, de dire comment c'est possible. Mais voilà, c'est les yeux fermés, tu sais ce qui se passe dans la pièce, tu sais où tout le monde est et ce qu'ils font, alors que ton néocortex est quand même éteint, parce que tu es dans ta bulle, mais il y a une petite phase de veille qui est quand même qui est notre instinct de survie aussi, hein, parce que au moindre danger, il faut qu'on soit aussi capable de réagir. Et cette petite veille, c'est ce qui se passe en fait. Et oui, on est hyper sensible à tout. Moi, quand elle a, là quand elle m'a dit oui, effectivement, le nom, ça a été pour moi comme une agression. Genre, ne doute pas de moi, je te dis que oui, ça va le faire. Alors, après, je pense qu'elle s'en est un peu voulu, donc si elle m'entend, non, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Je suis même contente d'avoir expérimenté ça parce que du coup, je sais l'importance de ne pas parler et de ne pas, voilà, pour en témoigner, comme je suis en train de le faire. Tu disais à un moment donné que tes amis commençaient à te parler de déclenchement. Tu disais voilà, que tu avais beaucoup d'amis doula et d'autres amis aussi. Comment ces amis qui sont un peu moins sensibilisés à ce qui est de la physiologie de la naissance, est-ce que tu t'es sentie à l'aise de parler de la naissance à domicile? Est-ce que t'avais quand même un petit peu picoré, je crois, sur entre guillemets en termes d'information, si jamais bébé arrivait trop tôt et que finalement vous vous trouvez tous en naissance libre. Comment c'était ces échanges pour toi? Comment tu l'as ressenti? Je t'avoue vu que c'est le deuxième accouchement à domicile, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus facile.
parce que les gens savent ce qui s'est passé la fois d'avant. La plupart ont eu du coup beaucoup moins peur. Le plus dur, ça a été pour le deuxième, vraiment, parce que c'était l'inconnu pour eux. C'est quoi cette pote qui accouche sur son canapé, n'importe quoi. Là, pour cette fois-ci, il y a quand même beaucoup moins de monde qui ont manifesté les peurs. Néanmoins, on arrivait quand même à 42 semaines. Et pour eux, à 42 semaines, bah, t'as plus le choix, quoi. Tu vois, tu te fais déclencher. Pas pour tous, hein, pour certains. Et donc, la question m'a été posée et certains s'attendaient à la réponse que j'allais donner. D'autres ont fait OK, mais ont eu le respect de ne pas partager leur peur. Je les ai vachement briefés, en fait, au fil des temps, des années, mes potes. Et vraiment, il y a peu de personnes qui ont essayé de véhiculer les peurs. Ils se sont juste, alors du coup, le déclenchement, mais ils n'ont pas été plus loin que ça, parce qu'ils savent qu'il y avait peu de chances que j'accepte un déclenchement. Mais ils ont quand même posé la question et je comprends, parce que peut-être que j'aurais pu accepter aussi ce déclenchement-là. Non, mais oui, j'aurais pu. Mais non, globalement, tu vois, c'est aussi ça c'est pour ça que j'accepte de partager ces récits parce que ben, je vis pas que dans un monde où tout le monde connaît la physiologie. J'ai aussi des amis qui sont moins sensibles et malgré tout, mon expérience fait écho dans leur vie. Et je sais aussi qu'il y a certaines de mes amies qui ont eu un accouchement comme moi, le premier, un peu moins traumatisant, mais qui, du coup, se disent, bah, peut-être éventuellement, alors pas de là à accoucher à la maison, mais peut-être que je vais essayer d'être un peu plus mobile, rester un peu plus dans ma verticalité, peut-être, oui, éteindre un peu les lumières, etc., pour aider et accompagner le travail. En fait, ça sensibilise quand même les gens qui n'ont pas un projet d'accouchement à domicile. Je vois, je le sens dans mes amis maintenant que quand ils abordent ce sujet, ils ne l'abordent plus avec des clichés de maternité, enfin de choses. Ah oui, mais le cordon, par exemple, ça, on ne m'a pas dit. Parce que j'avais déjà parlé du fait que mon deuxième était né avec 2 tours et que c'est pas du tout un problème en fait en soi, le cordon autour du cou. Donc voilà, donc parler, 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 partager, partager. Et un jour, eh ben, ça deviendra, ma norme deviendra la norme de tout le monde. Et je le souhaite vraiment à toutes les femmes de, d'appréhender en fait c'est l'accouchement comme quelque chose de tellement physiologique qu'il n'y a pas de question à se poser en fait. Ça se fait naturellement. Bah, j'ai envie de rebondir sur le fait que peu importe nos envies pour la naissance, on va forcément passer par un passage de physiologie. Parce que c'est pas parce qu'on souhaite une péridurale que elle va être immédiatement posée à la première contraction. Oui, mais oui. Que peut-être que si voilà, on souhaite aller en maternité, je crois qu'il faut attendre 4 centimètres avant qu'elle soit posée. Et comment accompagner au mieux jusqu'à ces 4 centimètres si c'est notre choix. Enfin, c'est de toute façon la physiologie est là à un moment donné. Donc avoir cette connaissance de comment s'accompagner au mieux, dans tous les cas, on reprend possession de OK, on prend. Oui, c'est ça, on fait un choix éclairé et on est un peu plus actrice du processus. Exactement. Et quoi qu'il arrive, péridurale ou pas péridurale, il y a quand même des contractions. Et l'idée, en fait, c'est que les femmes qui ont fait le choix de prendre la péridurale, c'est de se dire que les premières contractions sans péri ne doivent pas les effrayer. Et comprendre à quoi sert la contraction, la mécanique de la contraction, ça permet aussi de se dire, de ne pas être comme ça, genre, ah, vivement qu'elle passe, mais plutôt, elle va passer, mais elle me rapproche un peu plus de mon bébé. Et cette idée-là, pour moi, ça a tout changé. En fait, je me dis, ah oui, en fait, d'accord, je sais pourquoi j'ai tant souffert la première fois, c'est parce que
je voulais que ça passe vite et je luttais contre en me disant mais quelle horreur, c'est vraiment ignoble. Alors que quand je l'ai pris dans l'autre sens en me disant ok, oui, bon, ça fait mal, oui. C'est intense. J'aime pas dire que ça fait mal, plutôt que c'est intense. Euh, mais c'est mon meilleur allié parce que sans ça, j'aurais jamais mon bébé dans les bras. Et au contraire, du coup, j'étais vraiment sur un cran au-dessus. Après, je me disais, allez, encore plus fort, plus fort, plus fort. J'ai besoin que ça aille encore plus fort. Et tu vois, quand tu réclames ta contraction, à un moment donné, c'est que t'as plus peur d'elle. Et l'idée, c'est de, en véhiculant plutôt ce message-là, de plus la contraction est intense, plus elle se rapproche de ton bébé, bah, même les femmes qui font le choix de la péridurale, pendant l'instant où elles n'ont pas la péri, elles angoissent pas à cette idée-là, en fait. Juste, voilà. L'intensité sera la même, mais tu l'appréhendes pas pareil quand tu sais à quoi elle sert. Et justement, là, ces amis qui font des choix peut-être différents des tiens, est-ce que tu as des choses que tu leur partages? Enfin, moi, de suite, j'ai pensé à La naissance en BD de Lucille Gomez. Enfin, perso, c'est le truc, mais peu importe, le projet de naissance, euh, c'est, euh, pour moi, c'est la base, c'est la Bible. Je sais pas si toi, Eh tu as des oui, différences. j'ai la trilogie dans ma bibliothèque. Euh, ouais, pour moi, c'est la base, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux et pas qu'est-ce qu'on va me faire. Et mes amis, je leur en veux pas. J'ai eu du mal au début. Au début, j'ai été révoltée et je me disais, mais pourquoi elles ne se posent pas la question de ce qui va leur arriver? Parce qu'elles arrivent et je ne peux pas leur en vouloir parce que j'ai fait la même chose pour mon premier. Donc, des fois, je reviens un peu dans le cœur et souvent, c'est Aurélien qui me ramène dans mon cœur et il me dit, souviens-toi que nous aussi, la première naissance, elle n'a pas été comme ça et qu'on s'est fait happer par parce qu'on se croyait être la norme et qui finalement ne l'est plus pour nous. Donc, je peux pas leur en vouloir. Mais j'ai quand même eu ce moment de révolte en me disant, mais j'ai envie de les secouer et de leur dire, faites votre projet de naissance, interrogez-vous, posez-vous des questions sur ce qui va vous arriver. Donc voilà, maintenant je suis un peu plus sage et j'essaye d'amener les choses autrement. Euh, Aurélien dit toujours lead by example. N'essaye pas de promouvoir quoi que ce soit. Fais les choses et les gens en seront témoins et ils se poseront les bonnes questions. Donc j'essaye d'être plutôt dans cette démarche-là et puis après j'ai aussi ma casquette de doula où forcément je dois être dans cette posture-là. Mais là je parle pas de ma posture de doula, je parle de ma posture de Marie, la maman qui expérimente et qui a envie que tout le monde puisse à un moment donné toucher du doigt cette naissance respectée, juste pas forcément à la maison, mais juste une naissance respectée parce qu'elle est comme on l'a envisagée et avec tous les aléas qui sont possibles, on le sait, hein, mais au moins avoir une intention, poser une intention. Je me reconnais dans ton témoignage surtout quand c'est des personnes proches, où là, ça vient bien titiller. Là, oui, alors, il y a une part de moi qui a très envie de de tellement prendre soin de toi et que tu puisses vivre le meilleur parce que vraiment, ça fait être extraordinaire. Et il y a une autre part de moi qui fait, c'est son chemin, on respecte absolument, c'est trop précieux qu'elle puisse respecter ses choix et qu'elle puisse cheminer à son rythme sur ce qui lui est juste là maintenant. Et, et ça peut être très intense. Ça allait carrément. Et donc, il a fallu à un moment donné que je me rééquilibre entre donner des petites informations et vouloir en déballer à mort, tu vois. Il faut trouver un équilibre. Parce que oui, tu as raison, en fait, c'est leur chemin. Et parfois, il faut passer par un trauma pour se remettre en question. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais j'ai un peu plus de mal, c'est vrai, quand une femme a eu un premier trauma et que elle repart, elle retombe dans ce schéma-là sans s'informer autrement. Et là, bah, c'est pareil. Il faut vraiment tendre une main, mais si elle n'est pas saisie, bah, c'est son chemin, en fait. Et pas remettre ma casquette de sauveuse.
quelque chose qu'on a tendance à vouloir faire parce que c'est nos amis et qu'en fait, on leur veut que du bien. Mais c'est leur choix aussi. Peut-être que leur choix aussi, c'est de ne pas savoir. Est-ce que il y a un mantra, une sagesse ou quoi que ce soit que tu aurais envie de partager là maintenant? Tu aurais dû me prévenir avant, j'aurais réfléchi parce que Hem, j'en ai dit plein pendant le heu, ça ne me vient pas comme ça, mais je resterai sur, le savoir, c'est le pouvoir. Mmh. Ou il y a aussi, tu sais, s le cette période d'intensité que vous avez traversée cette fois-ci, avec, cette idée de bébé en siège, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Marie qui était en pleine tempête émotionnelle, là maintenant? Fais confiance en ton bébé. Il sait comment il doit naître et ton corps sait faire. Parce que vraiment, en fait, ça quand quelque chose va en dehors du narratif, de la naissance, heu, forcément, je reviens dans mes peurs de petite fille de on m'a dit que et en fait, il faut lâcher ça et revenir, et faire confiance, en fait, parce qu'on finalement, on peut pas, être une prêtresse de la physiologie et douter que ça soit pas aussi une autre norme, l'accouchement en siège et il m'a fallu évidemment basculer de la peur à la confiance et elle est normale, je pense, tu vois? Et je m'en veux pas d'être passée par là, mais et je savais en plus, je savais qu'à un moment donné, j'allais retrouver la confiance, mais pour ça, je pouvais pas sans avoir le témoignage des autres mamans qui comme moi, auraient enfin, pour le coup, ont donné naissance en siège et c'est leurs récits qui m'ont vachement, rassurée et là, j'aurais juste envie de dire à Marie, tu prônes la physiologie, prône-la jusqu'au bout. Ça va aller. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que, est-ce que là, quand tu repenses à cette grossesse, à cette naissance, à ce postpartum, il y a, il y a quelque chose qui vient que tu aimerais partager en plus? Mmh. Quelque chose qui est plutôt en lien avec, la fratrie, accueillir un troisième enfant, heu, l'annonce aux proches qu'on va avoir un troisième enfant. Je trouve que ça a été, un peu balayé, en fait, comme si ça avait pas d'importance pour les autres ou alors, «Encore?» Voilà, cette réaction, elle m'a blessée quand j'ai annoncé que j'étais enceinte du troisième et et en postpartum, certaines personnes, ont oublié que même si c'était un troisième, bah, il fallait quand même, bah, prendre des nouvelles de ce bébé ou de la maman. Alors je disais tout à l'heure que j'étais vachement soutenue, ce qui est vrai, hein, mais il y a aussi, des gens qui ont, en tête que, elle est rodée et c'est qu'un bébé de plus et en fait, cette place de troisième bébé dans une fratrie, je trouve qu'elle est un peu injuste pour, l'accueil n'est pas juste et j'en avais témoigné, sous un post, il y a peu de temps et j'avais reçu plein de témoignages et du coup, j'avais juste envie de voilà, de partager ce petit, ces petites choses parce que c'est le petit truc qui m'a un peu fait mal au cœur en début de grossesse et là maintenant, c'est que la place de mon petit troisième, e parfois par certains membres de ma famille, n'est pas accueillie comme les précédents et je trouve ça pas juste. Voilà, c'est mon seul petit regret. Donc on compense avec plein d'amour. Mais il y a encore plein de gens qui sont super avec nous, il y a pas de problème,
C'est très précieux comme témoignage, je trouve, parce qu'on en... tu n'es pas la première à me partager ça, que encore ou c'est tellement, même si je m'imagine que l'attention n'est pas dans la violence, c'est absolument pas ça, Non. mais c'est non, c'est un être humain, un être unique à part entière, et de le dire, bon, ben, c'en est un autre, c'est rendre comme misérable la magnificence de ce petit être, quoi. Et Exactement. Mais peut-être aussi que moi aussi, j'ai déjà eu des réactions comme ça, tu vois? C'est possible et je me suis pas rendu compte que ça pouvait être violent et ça pouvait heurter la mère. Mais forcément, quand tu l'expérimentes en tant que maman, quand tu as une petite vie en toi et que tu as trop envie de le dire à tout le monde et que tu attends juste qu'on te dise: «Ouais, trop bien!» et qu'en retour, c'était voulu. C'est un peu, «Ah OK. Ah d'accord, bon bah, je reviendrai pour la joie». Donc accueillons tous les bébés, heu, peu importe leur rang dans la fratrie, voilà. merci vraiment de tout cœur, Marie. J'ai passé un super moment, et je souris encore parce que, voilà, là, effectivement, les pancakes qui sont revenus, mais il y a pas que ça qui sont revenus entre ces 2 récits. Il y a aussi le fait que tu as pas réveillé de suite Aurèle lorsque tu as senti la première contraction. Donc moi, ça j'ai beaucoup souri, et je me suis beaucoup reliée à plein de parties de ton récit, donc vraiment merci pour ton témoignage, pour toutes tes sagesses, pour toutes tes pépites et tes partages, parce que oui, oui, si je fais ce podcast aussi, c'est parce que c'est pour offrir au monde plus de visibilité à cette sagesse des individus qui portent la vie, qui enfantent l'humanité. Donc merci beaucoup, Marie. De rien et on a mangé nos pancakes, hein. J'étais prêt. La boucle est bouclée. Mais je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une belle journée, plein de chaud doudou, parce que le postpartum, il dure plusieurs années. Pour moi, ça dure toute la vie, les postpartum. Ah bah oui, c'est terminé, on sera plus jamais autrement qu'en postpartum. Merci beaucoup pour ton accueil, Charlotte. Merci Marie, gros bisous. À bientôt. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.